Kwilu de Massinanima. Alors, je suis heureux de partager, de prendre part à ce forum en suivant notre intervenant. Il y en a deux, hein? Il y a M. Joseph et il y a le président Gabon. Ah ok, M. Joseph. Il a très bien éclairé la lanterne sur ce qui concerne les entreprises Qui sont dans l'informel. informelles, les structures agissant dans l'informel. Mais j'ai un petit souci là-dessus. Nous réalisons beaucoup plus que ce sont, dans la plupart des cas, les services qui accordent, qui formalisent ces structures, quelque part, agissent aussi dans le sens contraire. Je m'explique. Allez-y. Obtenir des documents là chez eux, c'est le cas que j'ai vécu. Quand nous devions obtenir des documents, on nous oriente au guichet unique. Là, c'est pour que vous payiez tout, que vous puissiez obtenir tous les documents là-bas. Mais la réalité, ce n'est pas ça. On paye pour ces documents-là. Vous payez pour tout. Le montant est prévu. Vous avez versé les montants. Mais par après, non. RCCR, vous allez l'obtenir d'un côté. Les RC, vous allez l'avoir au niveau du secrétariat de l'économie. Et là-bas, vous devez encore payer. Faute de cela, vous allez attendre autant de temps que vous allez qu'il vous faudra. Mais vous êtes obligé de repayer. Et alors, n'est-ce pas ça qui justifie la rétraction des entrepreneurs qui les découragent et ils trouvent maintenant l'issue de vivre dans l'informel? C'est une réalité. Je vais commencer par le représentant du ministre de l'économie. Je vous ai très bien suivi depuis l'introduction. Et déjà, merci beaucoup parce que vous avez encouragé à consommer local. C'est que notre structure continue de faire chaque jour, encourager les gens à consommer local. Mais permettez que je vous présente quelques inquiétudes. Parce que lorsque je vous ai suivi, je me suis dit, est-ce que vous avez des mesures protocolaires ou vous étiez sincère dans vos dires? Je commence par l'exemple des documents. Parce que vous avez parlé de la formalisation des entreprises. Attendez. Est-ce que la technique peut nous aider à résoudre ce problème? Voilà. Parce que vous étiez en train de parler de la formalisation des entreprises, je voulais vous parler de ce qui se passe au Grand Kasaï, où je vis. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de ces réalités-là. Les documents légaux, où on est en rapport, pourquoi vous ne prenez pas des mesures sérieuses pour revoir les systèmes fiscaux dans notre pays, et surtout pour nous qui vivons à l'intérieur du pays? Quand je parle de revoir les systèmes fiscaux, c'est-à-dire ces documents pour les jeunes entrepreneurs qui ont un capital initial de 100 $. Vous voulez qu'ils soient formels, mais les documents coûtent 110 $. Pourquoi vous ne pouvez pas revoir ces mesures pour faciliter ces jeunes qui déjà créent de l'emploi au travers de leurs entreprises, ils créent de la valeur, ils veulent booster l'économie locale, mais déjà la formalisation coûte plus cher que le capital initial. Soit vous les encouragez à continuer à être dans l'informel, soit vous ne voulez pas que l'économie soit boostée. Et en dehors de ça, je voulais aussi parler de vos agents qui travaillent dans ce secteur. Il est difficile qu'ils travaillent avec un leadership d'un agent de l'État. C'est eux qui favorisent les antivaleurs. Déjà, quand les antivaleurs commencent par vos agents, c'est difficile que vous attendiez des résultats escomptés. Mais en dehors de ça, nous, dans notre structure, nous encadrons des mamans qui ont un capital de moins de 20 $. C'est-à-dire celles qui vendent des découpes pour les bambous et tout. Ces mamans peuvent contribuer significativement à l'économie de notre pays. Pourquoi ces formes pareilles restent en Kinshasa? Et pourtant, vous avez dit dans votre mot introductif que si nous voulons booster notre économie et égaliser avec la Chine, nous devons renforcer le secteur industriel et l'agro-industrie.
Et pourtant, à Kinshasa, pour faire le champ, il faut voyager. Mais chez moi, au passage central, jeune de mon âge, j'ai plus de 10 hectares. Mais c'est difficile que je sois dans le forum comme ça. Si je ne voyage pas, un millier de cannes à Kinshasa, c'est 200 $. Si je ne voyage pas, catégoriquement, je n'aurai pas droit à des ateliers comme ça. Pourquoi vous vous limitez ici? Est-ce pour faire beau devant le père, dans les photos et tout, ou bien vous avez vraiment des soucis? Charlie Chamba, ingénieur en génie chimique, et j'ai un master de l'Europe et Lituanie en génie et procédés industriels. Je suis inventaire et innovateur de trouver procédés des engrais dans notre pays parce que notre pays ne possède pas son engrais propre jusque-là. Je détiens une unité de production des engrais à Lubumbashi. Et donc je suis de Lubumbashi, comme notre ami des Canada. Je suis venu uniquement pour ce forum. Bon, on va vous applaudir aussi, hein. On va applaudir expressément pour le déplacement de ce forum. En même temps, je suis le DG de l'entreprise Nouska, qui évolue dans l'agro-industrie, bien sûr. Ma question va s'adresser au président de la Chambre de commerce, qui a bien parlé sur les différents secteurs, surtout des secteurs miniers qui est beaucoup plus considéré dans notre pays. Alors qu'il y a des secteurs agricoles qui, à mon avis, je pense que c'est un secteur très intéressant. J'ai eu la chance de participer dans un forum à Colosie où on parlait de la trémie. Donc, qu'est-ce que les pays seraient après les mines, parce que les mines vont s'épuiser. Donc, le secteur agricole va prendre la relève. Mais la triste réalité est que dans notre pays, c'est très difficile d'être soutenu lorsqu'on a un projet innovant. J'ai eu à proposer des procédés, non pas pour être soutenu personnellement, mais plutôt offrir à notre pays son engrais propre. Donc, une usine d'engrais qui devrait appartenir à notre pays. Mais la triste réalité est que dans notre pays, il y a des gens qui préfèrent jouer les rôles dans les pays, dans les intrants ailleurs pour profiter de la condition qui est de soutenir un jeune congolais qui veut offrir à son pays une infrastructure qui va rester et qui va profiter à la génération future. Monsieur le Président, je voudrais savoir votre rôle sur la jeunesse. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire jusqu'où vous pouvez amener votre souhait d'épargne des secteurs agricoles dans notre pays. J'espère que, avec une discussion que j'ai tenue, vous avez bien compris l'essence de la question. Et la seconde question va s'adresser au directeur. Par mon expérience de ces directeurs, j'ai constaté qu'évoluer dans l'informel, on fait beaucoup de recettes qui tendent dans l'informel. Donc, j'ai cette chance d'évoluer beaucoup plus. D'abord, avant d'être informel, dans l'informel, j'ai réalisé que je faisais beaucoup de recettes. Donc, l'État congolais nous tracasse beaucoup avec les taxes. Mais je me demande, vous voulez qu'on réalise des souhaits, des choses de l'État, de faire des Congolais des millionnaires, ou vous ne le voulez pas? Le premier qui vient du Monsieur Dominique qui vient du Kwilu. Monsieur Dominique qui vient du Kwilu, merci pour ta question.
Je serais très mal placé pour parler du guichet unique alors qu'ils ne sont pas dans la salle. Parce que la grande préoccupation, c'est au niveau du guichet unique. Nous payons là-bas, mais nous n'avons pas de documents. Et finalement, il faut encore chercher ces documents dans d'autres structures. Je suis mal à l'aise pour vous répondre, M. Dominique, d'autant plus que le destinataire principal de la question, c'est le guichet unique. Excusez-moi, parler des absences n'est pas du tout bien. Mais sinon, la question est notée. Nous travaillons avec eux. Ce sont nos partenaires pour la création d'entreprises. Effectivement, parfois, il y a ces soucis-là qui se passent au niveau dans ce sens-là. Merci Dominique, je pense que j'ai répondu. Monsieur Dominique, les efforts sont en train d'être faits pour que ça ne puisse plus continuer. Le problème, c'est la couverture du guichet unique sur l'ensemble du territoire et parfois ça pose problème d'interconnexion avec tous les services appelés à rendre ces services. Mais ce que je dis, nous sommes en train d'améliorer ces services-là. Parce qu'on a eu, tu n'es pas le premier à le dire, on a eu cette information-là et aussitôt on a eu cette information-là, il y a des réunions qui ont été organisées au niveau de CETER dans le cadre des réformes que la Banque mondiale est en train de faire. J'étais là dans ces réunions-là. Là, on a demandé au guichet unique d'améliorer la qualité de ces services. Et le moyen, l'État congolais a débloqué le moyen pour ça. Je pense que les jours à venir, nous n'aurons plus à revenir sur ce genre de préoccupations. Nous n'aurons plus à y revenir parce que ça a été porté au plus haut. Il y a même des correspondances. Madame la Première ministre s'est impliquée et les moyens ont été donnés au guichet unique pour résoudre ce problème-là. C'est ce que je voulais rassurer à tous ceux qui sont ici, que vraiment l'État congolais, le gouvernement a donné les moyens au guichet unique pour améliorer la qualité de ces services. Merci Dominique, ça va comme ça? Et si nos amis du guichet unique étaient là, eux-mêmes pouvaient parler davantage. Comme j'ai dit au début, que c'est difficile de parler d'une structure à leur place. Oui, je voulais féliciter notre ami qui est venu du Kananga pour dire que, au fait, je n'ai pas étalé tout ce que nous sommes en train de faire pour la formalisation. Aujourd'hui, nous voulons, au fait, pour les entreprises qui vont accepter le processus de formalisation, on a eu des réunions avec nos amis du guichet unique. Nous voulons mettre en place un guichet de formalisation. Ce guichet-là sera trop simple et rapide pour permettre aux acteurs qui sont dans l'informel de se formaliser. Et quand nous disons se formaliser, ce n'est pas tout juste avoir les documents. Non, ce n'est pas ça. Il y a un accompagnement qui est derrière le fait d'avoir le papier là. Et quand vous avez le papier, vous êtes enregistré, vous êtes connecté au site directement du guichet unique au travers ce logiciel qui est déjà mis en place. Nous attendons seulement qu'il soit opérationnel. Comme j'ai dit, bientôt, il y aura les équipes qui vont descendre sur le terrain pour le recensement des acteurs de l'informel. Ils seront directement, dès que tu es recensé, tu seras directement connecté dans les serveurs, dans la base de données du guichet unique, et ça sera plus rapide. Et je pense qu'ils ne paieront pas tellement de frais pour le recensement et l'identification. Mais nous voulons que ça soit vraiment très simple, comme dans d'autres pays. Le VPM Mukoko nous a envoyé au Bénin, au Sénégal, et nous allons bientôt partir au Kenya pour voir comment ils ont fait et pour essayer de voir comment ici au Congo, nous pouvons aussi faire la même chose. Au Bénin, par exemple, aujourd'hui, avec votre téléphone, vous pouvez déjà enregistrer votre entreprise à la maison et tu payes tout ce qu'il faut payer et dès que tu as payé, le service valide et à la maison tu imprimes tes documents. Ça ne demande plus aux gens d'aller au guichet unique. Et aussi, ils avaient leur guichet unique, mais quand nous sommes arrivés là-bas, ils nous ont dit que les gens ne viennent plus parce que déjà avec votre smartphone, vous créez votre entreprise. Et j'ai échangé avec nos compatriotes qui sont là-bas des Congolais. Ils m'ont dit que c'est ce qu'ils ont fait
pour avoir leur entreprise. Ils ont créé leurs entreprises à partir des smartphones. Et parmi les mesures incitatives, comme le président l'a dit, quand vous acceptez le processus, vous avez un délai où vous avez l'accompagnement de services de comptabilité. Ils vous accompagnent au moins pendant 2 ans gratuitement, tu ne payes rien. Même chez l'État, les impôts, tu ne payes pas, pour seulement vous aider à entrer dans le processus. Et vous avez aussi automatiquement l'avantage de bénéficier de la couverture santé universelle dès que vous acceptez d'entrer dans le processus. C'est ce genre de modèle que nous voulons voir comment implémenter ici au pays pour permettre aux jeunes de créer l'entreprise et d'être accompagnés. Et là, ils ont leurs chambres de métiers qui sont bien regroupées, non seulement des chambres de métiers, ils ont aussi des fonds qui accompagnent les acteurs de l'informel pour la facilité au crédit. Quand on a parlé des mesures incitatives, ce sont ces genres de mesures qui incitent. Et à ce moment-là, il y a une transparence qui s'est créée. Et nous voulons aussi, sous l'impulsion du VPM, vice-premier ministre, son Excellence Boko Samba, implémenter un modèle qui sera un modèle robuste, effectivement, mais qui permettra aux acteurs de l'informel d'accéder dans la formalité, mais avec des avantages vraiment, qui vont dire, comme pour répondre au dernier ami, et qui vont dire que ça vaut la peine d'entrer dans le secteur, d'entrer dans la formalité. Parce que là-bas, vous aurez beaucoup d'avantages par rapport à celui qui est à côté. Et au Bénin, dès que le service public de l'État découvre que vous opérez dans l'informalité, vous avez beaucoup plus d'amendes à payer. Donc, ce qui fait que les gens se retrouvent plus à l'aise d'aller eux-mêmes vers l'État que d'attendre qu'ils soient découverts, qu'ils soient dans l'informalité, parce que là-bas, ils sont beaucoup plus imposés par les fiscs. Voilà un peu les modèles que nous cherchons à implémenter avec beaucoup d'avantages, beaucoup des incitants pour attirer nos amis qui sont dans l'informel, d'entrer dans l'informel. Alors il y aura, nous sommes déjà en contact avec les banques commerciales ici au Congo, qui sont d'accord d'accompagner des acteurs qui vont accepter de se formaliser. Nous sommes en contact avec les assurances qui sont d'accord d'accompagner les acteurs de l'informel qui vont accepter de se formaliser. Donc tous ces avantages-là seront vraiment réels et à tel enseigne que les gens se retrouveront avec une fiscalité souple, mais avec beaucoup d'avantages de participer dans les marchés publics, d'avoir des crédits à des taux acceptables, parce qu'aujourd'hui, le VPM a prévu une réunion avec les banques pour vraiment réduire ce genre de taux. Comme ça s'est fait au Bénin, les gens ont des taux, pas comme ici chez nous, des taux de crédit. Ici chez nous, c'est encore des casse-têtes. On n'a même pas de crédit. C'est maintenant qu'on a introduit des crédits de 5 ans, des crédits de 10 ans. Donc, on va voir comment avoir des crédits à long terme et à des taux vraiment acceptables. C'est vraiment un grand travail. La formalisation, ce n'est pas seulement avoir un papier, c'est simple que ça, mais ce n'est pas ça. C'est au-delà vraiment. C'est un travail à profondeur qui vise, ce que peut-être le président va aussi dire, la réforme même fiscale, qui vise, on a parlé ici des comportements de nous, les agents publics. Peut-être c'est nous qui encourageons. Oui, il peut arriver de notre côté aussi quelques erreurs, mais sinon, la réforme qui est mise en place, c'est de ne pas vous inciter à aller dans les formels, mais de vous attirer vers les formels. Parce que quand vous êtes dans les formels, l'État gagne et toi-même tu gagnes et nos populations gagnent. Parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous, quand quelqu'un déjà prend l'initiative de mettre, de commencer à vendre soit des braises, commencer à vendre les unités, c'est quelqu'un qui est un entrepreneur déjà. Il ne faut pas les chasser. On a dit aux policiers, ça ne sert à rien de chasser. Ça, ce sont des anciennes techniques. Mais celui-là, c'est un entrepreneur. Parce que toi, tu ne l'as pas fait, celui-là ne l'a pas fait, mais lui l'a fait. Il a déjà une idée d'entreprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'encourager. C'est comme ça que je parlais des espaces dédiés.
Ces espaces dédiés que le VPM veut mettre en place, ce sont des espaces qui seront aménagés et dédiés aux acteurs de l'informel, mais qui vont travailler au même endroit, mais dans des conditions d'hygiène, de salubrité, d'environnement améliorées. C'est-à-dire, si vous vendez toujours tout au long de la route, on va voir comment tu restes là-bas, en train de vendre là où tu es, mais dans des conditions améliorées. Même quelqu'un qui passe là, il te trouve que tu es dans des conditions améliorées. La beauté de la ville est protégée, la circulation des personnes est protégée, mais tu es là et vous êtes là, et à ce moment-là, tu es identifié et tu es accompagné là où tu es, sans pour autant que les policiers viennent te chasser, parce que tu es identifié, tu payes à l'État ce que tu dois payer à l'État, et l'environnement et la propriété de la ville est améliorée. Donc on va faire ces espaces-là. Nous sommes en train de travailler avec l'hôtel de ville, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Urbanisme pour voir comment améliorer ces endroits-là. Et nos mamans, nos papas, nos jeunes qui travaillent, ils restent, mais dans des conditions très très améliorées, dans des conditions d'hygiène, de salubrité, de beauté même, de beauté. On aura l'espace là propre, on aura l'espace propre, tout le monde peut venir acheter là où tu es, dans des conditions propres. C'est ce modèle-là que nous essayons d'implémenter pour inciter les gens et booster notre économie. Parce que n'oubliez pas, mes amis, que 90% de nos acteurs économiques sont dans l'informel. Imaginez-vous qu'est-ce que l'État perd et qu'est-ce que nous perdons. J'ai vu les mamans et les papas dehors, bien qu'ils soient dans l'informel que dans l'informel. On doit éviter. La FEC a demandé qu'on puisse unifier les contrôles. On doit les faire. On doit les faire pour éviter ce genre de tracasseries. Mais pour ne pas monopoliser la parole, j'aimerais vous dire ceci, que tout ce que vous avez dit, l'État est en train d'y travailler. Il y a d'autres cas isolés, mais sur les fondamentaux, l'État est en train de travailler. Et nous voulons que nous tous ensemble, puissions travailler la main dans la main pour relever les défis de notre développement. Parce que si nous laissons les 80% des acteurs économiques dans l'informel, le pays ne pourra pas aller de l'avant. Qui ont ces solutions que vous voulez aller copier ailleurs. Nous, on les a, on peut vous les proposer. Au lieu de demander de l'argent pour les billets d'avion, logement et tout, vos jeunes d'ici ont des solutions. Acceptez qu'on vous donne ces solutions-là qui sont d'abord centrées sur les réalités congolaises et non ce que vous voyez là-bas. Le climat d'affaires béninois est 100% différent du climat d'affaires congolais. Et donc acceptez que nous, on vous donne des propositions que vous allez analyser. Acceptez aussi qu'on vous propose un modèle de formation du leadership que vous allez dupliquer sur vos agents pour que ces problèmes ne continuent pas. Parce que vous pouvez nous parler ici correctement. Mais tant que vos agents ne sont pas outillés sur le leadership professionnel et communautaire, on va continuer à chaque forum de parler des mêmes histoires et les réalités seront toujours alarmantes. Donc acceptez qu'on vous donne ces propositions et les jeunes qui peuvent vous aider. Je remercie mon confrère qui vient du Canada. Bien que le nom m'échappe, si vous pouvez me rappeler les noms, ça me fera énormément de bien. Jean-Pierre. De ce Jean-Pierre. Je crois que quand vous me regardez et que vous regardez aussi, je crois que nous avons presque le même âge. C'est-à-dire que le combat que nous avons aujourd'hui, c'est un combat de redorer l'image de la RDC. Et nous, pour ce qui nous concerne, nous avons fait un effort, nous avons osé mettre en place ce champ de commerce. C'est un cadre, comme je l'ai dit dans mon allocution, un cadre d'expression en vue de pouvoir apporter des solutions pour soutenir l'économie congolaise. Vous avez dit tantôt pouvoir rester à Kinshasa et pas à l'intérieur du pays. Déjà, l'intitulé de notre chambre, c'est la Chambre de commerce et d'industrie Afrique-RDC. On sait tous que sur le plan mondial, l'Afrique, c'est une économie qui est presque en arrêt, soit qui est presque en état. Et donc, nous sommes en train de militer pour que l'économie congolaise et l'économie africaine puissent se développer. Vous comprendrez avec moi que le siège de la Chambre de commerce est à Kinshasa. Et comme on dit toujours, pour avoir à Jérusalem,
on va pas aller à Saint-Marie, à Chité. Donc, le fait que vous avez des entrepreneurs de votre corporation, c'est tout à fait important parce qu'on ne peut pas être partout au même moment. Mais je crois que l'interconnexion peut se faire aujourd'hui. Demain après demain, on peut s'inviter, on peut organiser, toujours dans la quête de pouvoir sauver l'image de système économique. Je m'en vais rapidement pour répondre à la question de M. Charlie Chama sur notre rôle sur la jeunesse en RDC, beaucoup plus en matière de l'agriculture et autres. Moi, au départ, j'ai une éducation, je suis comptable de formation, conseil fiscal des entreprises, mais vous comprendrez avec moi que l'activité que nous organisons, c'est axée sur la l'industrie. Donc, quelque part, je comprends l'intérêt qu'il faut aborder justement à ce domaine-là. Alors, jusqu'où nous allons partir, jusqu'où nous allons faire des efforts jusqu'à ce que les Congolais soient en mesure de manger matin, midi, soir, mais les produits qui sont produits localement. Et être en mesure certainement d'exporter d'abord sur les marchés africains, parce que j'ai vu tout à l'heure les exposants, ils ont des produits qui sont des conformités. Mais comme le directeur a dit, il faut des mécanismes d'accompagnement pour qu'ils soient en mesure de pouvoir produire à grande échelle. Alors, le cadre comme le forum, la chambre de commerce, c'est un cadre où à la fois nous identifions les bailleurs de fonds, nous identifions les propriétaires de terres, nous identifions les agriculteurs, nous identifions tous ceux qui fabriquent des machines. Je pense que tout à l'heure, on va nous projeter un extrait vidéo sur la fabrication de machines localement. Donc vous allez comprendre que nous cherchons à mettre en musique toutes les parties prenantes de manière à pouvoir atteindre l'objectif qui est l'indépendance économique. Votre rôle, laissez-moi vous faire savoir qu'il sera difficile de commencer à résoudre un problème par la hanche. J'espère qu'il faut commencer par la racine. Vous ne pouvez pas prétendre produire vos tomates, par exemple, sans pour autant avoir votre intrant propre. Vous voulez être indépendant sur les denrées alimentaires, mais pensez d'abord à votre engrais propre. Imaginez-vous, vous voulez produire votre maïs, votre farine propre, pour être indépendant au niveau du maïs. En même temps, vous payez les engrais de la Zambie. Vous n'avez rien résolu. Vous êtes toujours dépendant des autres pays. Donc, pour arriver à trouver des solutions, pour arriver à faire fonctionner les machines que vous allez vous projeter maintenant avec une bonne alimentation, il faut une bonne production. Et pour faire des recettes, il faut un engrais propre. J'ai eu la chance de faire une étude sur la qualité des sols de chaque province dans notre pays. Vous allez comprendre avec moi que les ingénieurs zambiens, avant de proposer leur procédé des engrais, ils ont pris les échantillons des sols dans leur pays. Ils ne sont pas venus dans notre pays pour prendre des échantillons. Donc, les intrants sont adaptés à leur réalité des sols, pas à notre réalité. Mais il faut un engrais qui répond à nos réalités des sols. Pour préférer continuer à dépendre des intrants d'ailleurs. Je voulais intervenir sur le produit Fichana. Heureusement, la dame a intervenu sur ces projets d'une façon, parce que nous sommes dans un forum. Ma structure est une structure d'accompagnement, parce que pour profiter du projet Fichana, il ne suffit pas avoir un incubateur, mais aussi être coaché par un cabinet, une structure d'accompagnement. Et ma structure peut vous accompagner et peut vous recommander au projet. Alors, on applaudit le président qui a déjà, on le voit, permis que deux entrepreneurs se rencontrent. Merci. Alors, l'occasion c'est pour moi de féliciter, bien qu'il y ait absent le ministre de l'Industrie, s'il y a ses collaborateurs qui sont ici, mais sincères félicitations pour ce projet.
Hier, c'était une promesse de campagne pour financer les entrepreneurs jeunes, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Alors, j'ai une contribution et une question. Ma contribution par rapport à ce forum qui est organisé par notre chambre, ma proposition est que nous puissions nouer le partenariat, parce que dans une chambre, il n'y a pas seulement des entrepreneurs, mais il y a aussi de l'expertise. Donc c'est des structures qui accompagnent les entrepreneurs dans la production des documents qui leur permettent soit de bien gérer leur activité, soit d'avoir accès au financement. Je fais allusion au plan d'affaires, aux états financiers, bien que pour ceux qui ne savent pas, il y a une nouvelle réglementation qui exige à toute structure, qui soit ASDEL ou activité économique, de déclarer, de déposer les états financiers au CPCC avant le 30 juin, au fisc, c'est-à-dire à la DGI et au ministère de l'économie. Donc je mets le lot. Mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. Je vous remercie sincèrement pour votre présence. Je suis honoré de me tenir devant vous pour vous présenter Wamukina Group SARL, une entreprise congolaise née d'une convention profonde. Le développement économique et la sécurité alimentaire de notre pays dépendent de notre capacité à innover localement. Dans un contexte où la majorité des équipements agricoles sont importés, complexes et inadaptés, nous avons fait un choix stratégique, concevoir et fabriquer localement des machines agricoles et industrielles à partir des matériaux recyclés. Parmi nos solutions, des provenderies multifonctionnelles, des déchiqueteuses, des décortiqueuses, des broyeurs, des moulins et surtout un générateur d'énergie autonome ne consommant ni carburant ni énergie extérieure. Nos machines sont écologiques, économiques, faciles à entretenir et pensées pour les agriculteurs, éleveurs, PME et jeunes entrepreneurs de notre pays. Notre vision est claire: réduire le coût de production, renforcer l'autonomie locale et contribuer à la souveraineté alimentaire et énergétique de la RDC. Wamukina Group, c'est aussi un projet social, création d'emplois, valorisation du savoir-faire local et déploiement des centres de mécanisation agricole. Nous avons démarré à Lubumbashi, nous sommes aujourd'hui à Kinshasa et dans les 3 ans à venir, nous visons une implantation dans les zones à fort potentiel agroalimentaire à travers le pays. Mais les défis restent encore nombreux. Manque de financement pour produire en série, difficultés logistiques pour collecter les matières premières, sous-équipement de notre atelier pilote. C'est pourquoi nous lançons un appel aux investisseurs, aux partenaires publics et privés, aux institutions comme la CCIA pour nous accompagner dans cette dynamique de transformation. Merci de croire au Made in Congo. Merci de soutenir une Afrique qui se construit par elle-même. Je vous remercie. En ayant parcouru le Congo, nous avons pu découvrir beaucoup de problèmes et surtout pour le monde rural. Qui dit monde rural dit agriculture en majuscule. Au Congo, normalement, on ne devait pas parler de sécurité alimentaire. Et pourtant, aujourd'hui, la sécurité alimentaire, c'est un grand problème pour le Congo et les Congolais. J'avais dit à un grand chef un jour, c'est une répétition, que ventre affamé n'a point d'oreille. Ce n'est pas peut-être un hasard, mais il s'est fait qu'un jour, nous étions à Matadi,
en poste et j'ai rencontré un ami d'enfance qui avait une minoterie toute neuve. Mais en faillite et ils avaient fermé les portes. J'étais très curieux de savoir pourquoi. La minoterie, c'est pour faire la farine. Maïs, manioc. Et lui, s'il faisait la farine de manioc. À première vue, on croirait qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il y en a beaucoup. Et dans l'analyse faite pour savoir pourquoi l'ami qui avait une belle minoterie, qui ne pouvait pas travailler parce que acheter les cossettes chez les mamans, on sait que nous sommes dans le Congo central. Entre autres, la culture du manioc, nous avons vécu ça depuis notre jeune âge. On est rentré à l'école. À midi, quand on fermait l'école, on suivait maman au champ. C'est la culture du manioc. Il y a tout le monde qui va cultiver le manioc. Mais comment une minoterie peut-elle faire? Culture du manioc, culture à la main, manuelle. À cette époque-là, malgré les efforts qui ont commencé depuis le maréchal Mobutu, qui donnait des tracteurs aux députés et compagnie pour encourager la culture sur les grandes surfaces, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si on ne contredira pas, le problème de quantité de manioc à donner aux minoteries n'est pas encore suffisant. C'est un constat. Alors, on a réfléchi pour dire que faire si une minoterie a des problèmes d'approvisionnement en manioc, en cossette et tout ce que vous voulez. Il faut donc remonter à la base. Champs de manioc. Aujourd'hui, il y a de grands champs de manioc dans certains endroits. Le constat, c'est lequel? On fait de grands champs de manioc. Allez, prenons un exemple chiffré. Si vous faites 10 hectares, au moment où les opérations pour traiter le manioc qu'on a produit pour qu'il arrive dans l'assiette, farine, chikwang, tout ce que vous voulez, il y a des opérations qui doivent se faire. Et malheureusement, parmi ces opérations-là, c'est l'épluchage qui est le plus pénible. Depuis nos mamans jusqu'à aujourd'hui, éplucher le manioc, c'est tout un problème. Malheureusement, d'abord, problème de femmes. Aller au village, le monsieur préfère le soir boire son verre de... Et c'est la maman qui doit s'occuper depuis le matin jusqu'au soir. Et pour faire un peu court, M. Domé, pour gagner le temps, pour un petit résumé. Bon, voilà. Donc, nous nous sommes battus pour donner une solution à l'augmentation de la quantité de cossettes à fournir à ceux qui produisent la farine.
nous avons depuis 2004, en ayant pris en considération les problèmes qui se posaient, on est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas des éplucheuses de manioc. C'était une petite révolte pour moi. J'ai dit, mais nous étions avec les Belges pendant plus de 80 ans. Ils sont partis, ils nous ont tout laissé. Mais ils ne nous ont pas laissé des éplucheuses de manioc. On a travaillé et je vous dis, je remercie le FPI. Ils ne me connaissent pas peut-être personnellement, mais moi je les remercie parce que en 2015, on a commencé en 2004. En 2015, nous avons participé au premier concours président de la République. Et dans le secteur manioc, nous étions à 2 parmi les candidats. Il y a Maman Yanjou, qui est professeur à l'UNIKIN. Et épiloguer sur cette question fondamentale qu'est l'emballage, les enjeux dans le développement agricole et éventuellement le commerce aussi bien national qu'international. Je voudrais d'abord saluer l'intervenant de tout à l'heure. Un homme qui a servi sous le drapeau et qui découvre à la fin de sa carrière qu'il a une vocation qu'il n'a jamais entreprise. Sous d'autres cieux, l'armée a entre 400 et 500 métiers différents. On trouve des mécaniciens, les meilleurs, on les trouve à l'armée, les électriciens, on les trouve à l'armée, les agronomes. Vous savez, toute la logistique que nous apprenons à l'université a été théorisée par l'armée américaine et Internet que nous utilisons aujourd'hui existait 20 ans avant de devenir une denrée populaire et elle existait comme étant un outil, un instrument de communication et de travail à l'armée. Il est donc important que notre armée se donne cette deuxième mission, la mission économique. On n'a qu'à regarder dans le monde entier, un pays comme l'Algérie, l'armée joue un rôle extrêmement important. L'Égypte, c'est un militaire qui est à la tête de ce pays et il montre clairement que la discipline militaire peut être adoptée dans le secteur de la production. Et nous avons dans notre pays quelqu'un qui s'appelle le général Kassongo, qui dirige le service national et qui montre de manière assez claire que notre armée peut véritablement être une armée de développement. Et je voudrais vous saluer le compatriote de tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait de l'emballage comme étant un attribut de vente. Et c'est exact. Quand quelque chose est beau, même quand ce n'est pas bon, on peut l'acheter parce que simplement ça a été attirant. Et je voudrais ici vous parler d'un peuple pour lequel j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect, c'est le peuple kényan. Il y a quelques années, KFC ouvre au Kenya et vend les hamburgers. Au bout de quelques mois, les Kenyans se rendent compte qu'en fait, il y a un marché important parce que finalement, il y a quelqu'un qui transforme les pommes de terre en même temps que la viande et tout le reste et disent nous pouvons donc produire des pommes de terre et aller les vendre à KFC. Et quand ils se présentent à KFC, KFC leur dit oh, non, pas du tout, vos pommes de terre ne répondent pas aux normes. Les normes qui sont celles de KFC et les pommes de terre que nous vous vendons aujourd'hui viennent d'Afrique du Sud. Ils disent il n'y a pas de problème, nous pouvons vous donner nos pommes de terre et puis vous tester pour voir si ça goûte bien ou pas. Ils disent non, il ne s'agit pas de bien goûter ou pas, il s'agit de la forme, de la longueur. Et ça prend 9 mois pour que vous puissiez être en mesure de passer dans les mailles de la qualité telle que voulue par les normes de KFC. L'association des consommateurs regarde les gens de KFC et leur disent « Ah d'accord, mais vous savez, les pommes de terre que nous voulons vous vendre, ce sont les Kenyans qui les mangent. Les gens qui viennent dans vos magasins, ce sont les Kenyans qui les mangent. Alors nous,
votre norme ne nous intéresse pas. Nous, c'est manger des pommes de terre qui comptent, parce que c'est nous finalement qui allons manger. Quel est votre problème? Ah non, c'est comme ça et ça se passe comme ça et point full stop. Ok, il n'y a pas de problème. Le soir, à la télévision, au journal le plus important, l'association des consommateurs passe et dit nos emplois sont envoyés en Afrique du Sud, notre argent est envoyé en Afrique du Sud pour acheter des pommes de terre là-bas que nous devons manger. Ces gens nous prennent pour leur poubelle, il est hors de question d'acheter leur KFC. Nous appelons donc tous les Kenyans à ne pas consommer KFC. Ça a pris 48 heures. Leurs pommes de terre sont devenues conformes aux normes. Et donc une manière de dire, dans la fonction d'achat, il y a les moyens financiers que l'acheteur détient. À tort ou à raison, on appelle ça le pouvoir d'achat. Moi, je dis que c'est peut-être un pouvoir d'achat, mais c'est peut-être aussi un pouvoir d'investir. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus, c'est le mot pouvoir qui m'intéresse. Pouvoir parce que c'est vous qui choisissez de déterminer dans quoi et vers qui vous envoyez votre argent. Mais très malheureusement, en Afrique, en partie, et en RDC, la notion de pouvoir, on ne l'a pas. On a l'impression que nous sommes des consommateurs, et même quand il s'agit de notre argent, c'est l'Indien ou les Libanais ou n'importe quelle autre personne qui vend qui a le pouvoir, alors que c'est l'acheteur qui a le pouvoir. Le jour où on va changer ça, je pense que ça changera énormément de choses dans la tête des gens. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que nous, en tant que pays, on est bénis. On ne s'appelle pas Gabon, on ne s'appelle pas Rwanda, on ne s'appelle pas Congo-Brazzaville, on s'appelle la République démocratique du Congo, et à nous seuls, on est 100 millions de personnes. Et donc 100 millions de personnes, c'est un marché intérieur extrêmement important. En fait, pour faire la grande partie des choses, on n'a même pas besoin d'exporter. Et le jour où nous comprendrons la puissance de la population, on appelle ça le levier démographique, le jour où nous comprendrons que nous devons déterminer d'abord les normes internes pour être en mesure de nous protéger, être en mesure de pouvoir nous vendre entre nous, les choses changeront beaucoup. Pourquoi? À mon jeune âge, j'avais 23-24 ans, quand j'entrais chez Unilever, Massafou était à l'époque une société anglaise, et j'y suis entré comme jeune ingénieur. L'une des choses que j'ai très rapidement apprises est que les types d'emballages que l'on avait pour vendre à Kinshasa étaient différents des emballages qu'on avait pour envoyer les mêmes produits à l'Équateur en Madagascar. Et je me demandais, mais pourquoi? On dit, mais parce que dans le parcours du transport, les chocs auxquels sont soumis les produits ne sont pas ceux que subissent les produits quand ils quittent la Gombe pour aller à Lemba ou à Matete. Et donc, la qualité d'emballage pour Blue Band, qui était vendu à Kinshasa, et l'emballage qui devait être beaucoup plus résistant parce qu'il devait passer par des bateaux et d'autres chocs pour aller jusqu'en province, étaient deux emballages de type différents. J'ai aussi découvert que le même produit, on pouvait le vendre sous deux noms différents. Sentiment de satisfaction parce que les objectifs assignés ont été atteints. Et donc, nous osons croire que c'est un nouvel élan sur lequel nous nous sommes lancés, dans le sens de pouvoir accompagner les entrepreneurs congolais. C'est un forum qui s'est tenu aujourd'hui, mais ça va continuer dans le temps, parce qu'après aujourd'hui, on va se mettre dans un travail d'identification des entrepreneurs en vue de pouvoir
comprendre leur modèle économique et voir comment est-ce que la Chambre de commerce va les accompagner pour une croissance soutenue. Bien évidemment, parce que quand vous suivez les actualités, les forums axés sur l'agro-industrie, on n'en trouve pas assez. Et donc, nous, on a voulu mettre un accent sur une matière qui touche à la sensibilité de la vie économique de la nation. Et donc, nous sommes certains que c'est un écho favorable que nous avons lancé aujourd'hui. Et pour la réussite, je compte sur le concours de tous les entrepreneurs ici présents et je pense le concours aussi de tous les acteurs qui ont participé à ces forums. Je pense que seule la Chambre de commerce, on ne saura pas remonter les défis, mais je pense avec le concours de tout un chacun, on va arriver à atteindre notre objectif. Le message, je le lance premièrement aux jeunes, parce que ce sont l'avenir de demain. Je les demande de pouvoir avoir une conscience qui va dans le sens de pouvoir donner à la nation ce dont elle a besoin, dans le sens de produits et services. J'aimerais appeler les jeunes à l'entrepreneuriat, mais aussi demander à toute personne qui a une entreprise, qui produit, qui est dans l'agriculture, dans la pêche, de pouvoir chercher à nous contacter pour qu'ensemble, on essaie un peu de mettre en lumière la grandeur de la République démocratique du Congo.